Eh bien voilà, nous allons recommencer donc, notre émission. Il y avait un petit incident technique, nous vous prions de nous en excuser. Je rappelle le programme que nous avons retenu pour aujourd'hui. D'abord, un commentaire sur l'inscription des volcans, de la forêt de la montagne pelée, des Pitons du Nord au patrimoine de l'UNESCO. C'est ce qui concerne notre pays. Deuxième thème, les récentes catastrophes environnementales qui ont frappé le monde. Et enfin, la partie déconstruction qui concerne les nouvelles attaques menées par le gouvernement français contre le salaire des fonctionnaires en Martinique, disons dans les colonies françaises. Alors, pour commencer donc, c'est un événement qui a été présenté partout comme spectaculaire. Les commentaires sont élogieux. Enfin, vive la Martinique. Et nous avons obtenu une victoire à l'UNESCO. On a vu même des gens se faire des accolades, pleurer. Et le président du conseil exécutif a déclaré que c'est un moment historique pour la Martinique et au-delà pour la Caraïbe et le monde entier. Cette inscription va ajouter sur l'expression d'une identité écologique. Bref, les éloges et tout le monde est content. Et tous les Martiniquais qu'on interroge dans les micros de Coup3 expriment leur fierté, leur satisfaction. Alors, très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette inscription? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut rappeler que l'UNESCO, c'est un organisme qui dépend de l'ONU, c'est concerne la culture, l'éducation et tout, et qu'il y a un comité constitué de 21 États, représentants d'États, qui constitue le comité du patrimoine et qui est chargé de décerner donc, la qualité d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial des sites extraordinaires qui sont importants. Alors, il y a des critères de sélection, parce que 21 États ont comme base de travail, et on regarde si un ou deux critères sont respectés par le pays ou l'institution qui demande l'inscription de sites en particulier. Concernant la Martinique, pour ceux qui il s'agit de la montagne pelée, des Pitons, etc., il y a deux critères qui ont été retenus. D'abord, c'est que le site doit être, je cite, un exemple éminemment représentatif des grands stades de l'histoire de la Terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification. Si vous avez compris, ça veut dire qu'on va choisir un lieu dans l'espace terrestre pour dire « Ah, ça représente l'histoire géologique, il y a des intérêts pour le respect de la faune, etc. » Et le deuxième, justement, deuxième critère qui a conduit à la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. Donc, voilà les critères sur lesquels le dossier de Martinique a été retenu. Et effectivement, on a, le comité en question a inscrit la montagne pelée, les forêts, les Pitons du Cambé, patrimoine sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Alors, tous ceux qui sont heureux de cette inscription mettent en avant, un, la visibilité, on connaîtra mieux notre pays. Deux, ça pourra booster l'appel des visiteurs, des touristes. Trois, ça aura des retombées économiques. Mais en admettant que oui, bien sûr, ça va permettre que des dispositions soient prises pour protéger cet espace-là. C'est l'un des intérêts qui est mis en avant pour pouvoir se féliciter de cette décision. Alors, évidemment, tout Martiniquais qui entend ça est fier, dit « Eh bien, ça va booster notre économie. » Mais
l'image qui me vient quand je pense à cette question, c'est celle d'un bébé qui souffre, qui pleure, qui a des maux de ventre, et puis que l'on vienne secouer un hochet en disant guili guili pour qu'il se calme. C'est l'image qui me vient. Peut-être que le bébé est apaisé par le message, le visage, etc., et se calme un peu. Mais la de ces pleurs, de ces gémissements n'est pas étudiée. Nous ne savons pas pourquoi ces coliques-là, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il doit être soigné? Or, nous savons que la Martinique, c'est un pays malade. Nous savons que tout, du point de vue économique, l'inscription sur une liste de la montagne de lait, c'est agiter un hochet. Parce que qui défend cette thèse? Qui défend cette inscription? Celui qui a défendu, bien sûr, il y avait le président de la 7e qui l'appuyait, mais c'est l'ambassadeur français, et il s'appelle Pierre Franc en plus, délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO. Et à qui attribue-t-on cet honneur d'être inscrit sur la liste? Ce n'est pas à la Martinique, c'est à la France. C'est au titre de la France qu'on est inscrit sur cette liste. Ça renforce l'idée que la Martinique, c'est une possession de la France. Et les retombées ne peuvent être gérées que par la France. Alors, il y a des gens qui se félicitent qu'on a inscrit la Yole au patrimoine de France. Il y a des gens qui sont fiers parce qu'on a dit le plus bel arbre de France, le plus beau village de France. Donc, on est dans une campagne idéologique qui assoit l'idée que la Martinique, c'est une parcelle de la France. Et tout ce qui sera décidé sera sous l'égide de la France. Qui fera les lois qui vont guider le développement des activités économiques dans la région? C'est la France. Le tourisme, qui c'est qui va décider, qui aura les moyens de développer des activités pour recueillir les fruits? C'est la France. Nous n'avons aucun pouvoir de tirer profit de cette affaire-là. Mais plus grave, il y a cet aspect idéologique assimilation. Il y a un deuxième aspect idéologique à dénoncer, c'est qu'au niveau international, franchement, nous acceptons l'idée que des institutions internationales contrôlées par les Occidentaux soient habilitées à peut-être inscrits sur la liste à protéger et puis pas tel autre. Parce qu'un comité dirigé par des forces occidentales décide de mettre des gens en compétition, de semer l'espoir qu'on sera inscrit, donc on aura un label, on va attirer des gens. Tout, la moindre parcelle de l'humanité fait partie de l'histoire géologique, je rappelle les critères que j'ai dit. La moindre parcelle de l'humanité a vocation à protéger la biodiversité animale, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les mêmes personnes qui donnent le label, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les mêmes institutions qui saccagent la planète. Ce sont les mêmes personnes qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher que la biodiversité humaine même ne puisse exister. Quand on refuse de prendre des lois contre les énergies fossiles, pour interdire les pesticides, etc. Et puis les mêmes personnes sont là pour dire, voilà, je vous donne un petit label, et puis vous êtes content. Le plus joli, c'est que ça se passe en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, dans ce pays-là, on est content qu'on ait obtenu d'être inscrit sur une liste. Dans un pays où on assassine des immigrés dans le désert pour les empêcher de rentrer. On brûle des journalistes, on les dissout dans de l'acide. On oppresse les femmes, etc.
quelle biodiversité? Il y a quelque chose de terrible de cette affaire-là, de répugnant de cette affaire-là, de concevoir que des représentants de pays occidentaux qui saccagent le monde, qui saccagent l'humanité, eh bien, on se satisfasse qu'ils nous disent, inscrivent sur une liste, etc. Nous avons dit, sans qu'aucune retombée ne soit assurée d'arriver dans les mains des Martiniquais. Si la France dit, bon, c'est inscrit là, donc chef 3 qui a ta petite case là, dégage, parce que c'est elle qui gère. Donc, c'est une illusion que si le pays ne nous appartient pas, tous les labels du monde ne nous serviront à rien du monde, à rien du tout. L'histoire de rocher, il y a un proverbe chez nous en Martinique qui dit « Moun ka goumen pour terre, moun ka goumen tout ça ». Mais là, on va danser, on va mettre là-dedans. Mais quand la montagne va se réveiller, si elle se réveille, quand un séisme majeur qui est attendu en Martinique va se faire, est-ce que les cadavres vont emporter le diplôme d'inscription sur la liste dans leur cercueil? Qu'en restera-t-il? Mais on parle de 21 pays qui se sont réunis pour nous donner un label. Quand est-ce que ces pays-là vont se réunir pour exiger que les États protègent la population martiniquaise, préparent la population martiniquaise à résister aux catastrophes majeures qui sont annoncées, qui sont imminentes avec le dérèglement climatique? Ces réunions-là qui auraient dit, bon, nous imposons à la France, nous lui imposons de laisser le peuple martiniquais mener une politique de prévention contre les risques majeurs pour la biodiversité. Nous condamnons la France chaque fois qu'elle détruit des mangroves pour faire des centres de génipa. S'il faisait des réunions pour ça, ok, on aurait dit bravo. Mais si vraiment on aime son pays, si vraiment on aime sa montagne, mais surtout la biodiversité animale et florale, on n'a pas à se satisfaire de ça. On a à dire, mais c'est déjà grand temps pour nous prendre les directions pays, nous, pour que nous menions en politique écologique valable, pour que nous choisissions de faire moun vini, les nous sans aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est que la France profite de cette affaire-là pour écraser notre pays sous sa possession coloniale et son assimilationnisme. Donc voilà ce que je souhaitais dire concernant l'inscription sur la liste. Je vais passer donc à la question internationale. Enfin, semaine après semaine, nous entendons les drames abominables qui frappent tous les continents. Incendie majeur, et ensuite on a des inondations, enfin bref, et tout le monde sait que c'est lié au dérèglement climatique dont la responsabilité revient principalement à l'action, je ne dis pas de l'homme en général, du système et de ses défenseurs et de ceux qui gouvernent l'économie mondiale. Mais semaine après semaine, on a ça. Cette semaine-là, qu'est-ce qui a attiré notre attention dans l'actualité internationale concernant les catastrophes? D'abord le Maroc. Un séisme très puissant. On a déjà dénombré plus de 5500 blessés et on a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'abri, qui vivent de difficultés. Je passe sur les histoires diplomatiques qui ont franchi et proches des Occidentaux, des libéraux. Les conditions de vie de la majorité de la population ne leur permettent pas d'avoir des logements décents, ne permettent pas aux villages éloignés de recevoir de l'eau et de l'électricité dans des conditions pérennes.
les inégalités dans ce pays-là, la pauvreté des gens, les difficultés à construire de façon valable, c'est ça la principale cause du nombre élevé de morts. Ne serait-ce que la question de l'éducation, de la prévention des risques majeurs, qui devrait être une loi applicable, imposable, comme on dit, à tous les habitants. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec des lois, la leçon du Maroc, je continue avec la Libye. C'est une tempête là, particulièrement violente, et on voit sur la carte où est la Libye, on n'a pas de phénomène de cette intensité-là. C'est l'aggravation du dérèglement qui explique que cette tempête Daniel, dans une région côtière, a sévi. Alors, on compte 11 300 morts et 10 100 personnes disparues. Donc, on pense que beaucoup d'entre elles, hélas, seront retrouvées décédées, notamment à l'est du pays. Alors, il y a le dérèglement climatique, mais il y a aussi l'aggravation de la catastrophe du fait des politiques humaines. Quand même, on parle de la Libye. Comment vivait la Libye? Comment était organisé le peuple libyen? Quelle attention était portée au wilaya du temps du colonel Kadhafi, qui a été assassiné, dont le pays a été bombardé, et les Occidentaux se vantaient de aller au prix industriel, parce que ce gouvernement-là se détachait du système impérialiste, parlait d'une monnaie africaine, d'intégration africaine. C'est ça qui a fait qu'on a détruit ce pays-là. Et que d'Africains du sud, de la région sahélienne, etc. C'est ça. Ils ont mis le bordel. Du temps du colonel Kadhafi, qu'on soit d'accord ou pas avec son régime, sa politique, est-ce que l'État libyen n'aurait pas réglé ce problème-là de façon différente? Nous disons que oui. Mais alors, je parle de l'action humaine. Les dommages ont été aggravés parce qu'il y a 2 barrages qui ont cédé et dont les eaux ont lavé les villages en question. Il y a 25 ans que des fissures ont été dénoncées dans ces barrages. 25 ans pendant lesquels on n'a pas fait de travaux pour sécuriser ces 10 barrages qui sont responsables. Donc il y a le système, la présence. Le label UNESCO, l'inscription sur la liste UNESCO va nous protéger des sécheresses à venir, de l'augmentation des cyclones, d'éventuels séismes, d'éventuelles érosion des contextes. Non, parce qu'il n'y a aucune politique responsable de ce niveau-là. Tant que nous sommes une colonie, nous serons soumis à l'aggravation de ces problèmes-là. Et puis, il y a les dangers de guerre mondiale qui se précisent. Il y a les difficultés du colonialisme français qui est bouté de ces néocolonies, et nous sommes en état de dépendance. En Martinique, quel avenir est en face de nous dans de telles conditions si nous n'avons pas les moyens de la souveraineté pour prévenir et pour nous préparer, pour préparer notre population? Le tremblement de terre au Maroc devrait se produire. La question de la tempête en Libye doit nous rappeler que nous allons subir les effets de catastrophes climatiques violentes et plus fréquentes. Est-ce qu'on continue à dire, ouais, on nous a reconnus, oui, on a une meilleure visibilité, et puis est-ce qu'on ne s'organise pas pour conquérir la souveraineté et nous organiser? Donc voilà pour ce qui concerne la question internationale, et je vais passer directement à la question de la déconstruction, c'est-à-dire que on a entendu cette semaine encore
que la Cour des comptes régionale, c'est une institution française, bien sûr, qui voit les comptes publics, l'argent public, comment il est dépensé, est-ce qu'il y a des déviations, est-ce qu'il y a des excès, est-ce qu'il y a des détournements. Il y a une Cour régionale et une Cour nationale. Alors, on a déjà vu de nombreux rapports qui mettent en évidence les dysfonctionnements, mais pour faire de la politique politicienne. Ah, on a vu que la Cour des comptes a dit que telle commune est mal gérée. Donc, tirez Michel là, mettez-moi là. Ça revient systématiquement au moment des campagnes électorales. La Cour des comptes, la Cour des comptes. Sauf que la mission de la Cour des comptes, elle est double. De vérifier s'il n'y a pas de gaspillage, de détournement, mais surtout de réduire les dépenses de l'État. Et souvent, concernant les collectivités, la Cour des comptes est là pour dire il faut réduire le déficit de l'État, il faut mettre 300 salariés de la commune dehors pour pouvoir équilibrer les comptes, c'est-à-dire des qui ne tiennent pas compte de l'humain, de la situation sociale de la Martinique. Mais on utilise, je dis ça pour nous dire qu'il nous faut décrédibiliser la Cour des comptes dès le départ. Son rôle n'est pas d'assurer des populations au risque de mettre les comptes de l'État en difficulté. J'ai introduit comme ça pour dire que quand la Cour régionale des comptes vient dire il faut remettre en cause le système de rémunération des fonctionnaires outre-mer. Et nous allons demander à l'État de prendre des dispositions, ben, comme ça. Ce n'est jamais dans une bonne intention. Vous entendez le langage employé dans son rapport? La rémunération des fonctionnaires est inintelligible, inéquitable, inefficace. C'est un rapport remis le 12 septembre. Le système de rémunération des fonctionnaires en exercice en outre-mer, donc c'est un rapport remis à Elisabeth Borne, qui était prévu pour compenser la cherté de la vie en outre-mer, et depuis 1950, eh bien, c'est inintelligible, il faut arrêter ça. Alors, refaisons l'histoire. Cette rémunération supposée suppléer à la vie chère. On a parlé de 1950. Jusqu'à 1950, cette rémunération, les 40, je dis blanc de sens sociologique du terme, parce que c'est comme ça qu'ils se présentaient, qui dirigeaient tout. C'est eux qui avaient cet argent-là. Vous n'aviez pas ça. Il y avait prime de chaleur, prime de logement, prime de tout ça. Et à partir de 1950, les fonctionnaires martiniquais qui faisaient le même travail ont commencé à manifester, ils ont fait des grèves pour dire ça qui est bon pour jouer, bon pour Ghana. Moun nan ka fait même travail là, puis moi, mani même salaire là. La vie est 40% plus chère. Vous leur donnez, mais nous achetons les mêmes produits. Donc, nous avons droit aux 40% aussi. Et il y a eu des grèves, dont une grève qui a duré 3 mois en 1953. 3 mois de grève. Finalement, le gouvernement a cédé et a donc accordé à tout fonctionnaire les 40% de vie chère. Alors là, il y a un problème historique à poser quand même. Parce qu'au départ, les grévistes, les gens qui faisaient le mouvement, ne demandaient pas les 40% seulement pour les fonctionnaires. Ils demandaient pour tous les salariés. Ils disaient, nous tous, qu'à acheter produits à plus cher. Ce qui s'est passé, c'est que on a obtenu les 40%, comme c'est eux qui dirigeaient pour la plupart des partis politiques, ils ont été beaucoup moins audacieux, beaucoup moins engagés pour continuer la lutte. Mais n'empêche que, dans le droit,
dans la logique revendicative, c'était un combat juste, et à aucun moment, on ne peut pas se permettre de critiquer des enseignants, des infirmiers, des postiers martiniquais, parce qu'ils ont obtenu le même salaire que les colonialistes qui étaient chez eux. C'est quoi? Critiquer ça, ben vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que je préfère la situation où mes compatriotes ne touchaient pas la même chose que les colons. Bref, c'est un des aspects. Deuxième aspect, particulièrement important. Quand ces salaires ont été accordés aux fonctionnaires, quelle incidence cela a-t-il eu pour le développement de la Martinique? On parlait tout à l'heure des effets de l'inscription sur la liste, effets hypothétiques. Mais là, les effets ont été directs, conséquents. Ça veut dire que toute cette couche intermédiaire martiniquaise qui recevait une augmentation de salaire importante a réinvesti cet argent-là, employé à l'époque on appelait des bonnes. Ils ont employé des bonnes pour s'occuper de leurs enfants. Ça a suppléé au chômage endémique, même s'il y avait des injustices, des gens mal payés, des abus de patrons, etc. N'empêche que ça a eu un effet sur l'économie martiniquaise. Et cet argent-là a servi à acheter des choses. Alors, il y en a qui ont acheté des voitures, d'accord? Il y en a qui ont acheté des produits locaux, etc. Mais l'économie martiniquaise a été boostée par cette conquête. Tout ça avait pu réaliser. Oui, mais attends. Le colonialiste et le capitaliste français, ce n'est pas des bababas. Hein? Ils ont dit qu'il y a une manne financière. Il n'y a pas de raison pour que ce soit la Martinique qui profite bien. Martiniquais et martiniquaises qui critiquent les fonctionnaires et leurs 40%. Écoutez bien. Qu'est-ce que l'État français a fait? 1. Il ne donne pas de bourse aux enfants. Si vous allez à la crèche, vous payez plus cher. C'est-à-dire que tous les avantages sociaux auxquels les gens avaient droit normalement, il les a supprimés. Les retraites. Quand le fonctionnaire arrive à l'âge de la retraite, il n'a qu'à tirer 40%. Vous savez ça? Quand un fonctionnaire arrive à la retraite, il n'a plus les 40%. Vous savez ça? Donc, l'État a récupéré, et puis, il a récupéré les finances, puisque j'ai dit qu'on faisait des maisons, etc. Mais il faut passer par la banque pour faire un prêt. Ils ont foutu, excusez-moi, tous ceux qui ont eu des fonctionnaires dans leur entourage savent pertinemment que le sujet de conversation le 25, le 27, le 28, c'était est-ce que tu as été touché parce que tout le monde était endetté? Donc l'État a récupéré cet argent-là. Et ceux qui se sont endettés pour faire des logements, etc., sont obligés de payer les études de leurs enfants, tout ça, les crèches plus chères, mais de payer des taxes foncières et des taxes d'habitation qui récupèrent l'argent des fonctionnaires. Donc, comprenez que les gens qui disent que les fonctionnaires sont des privilégiés, qu'il faut les injurier, qu'il faut que c'est leur argent qu'il faut prendre pour le développement de Martiniquais, il y a des pseudo-économistes, des pseudo-politiques et martiniquais qui disent on nous prend la 40% des fonctionnaires et pour l'État d'un boc. Mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? Ils ont oublié que l'État français a tout récupéré. En plus que, dans un premier temps, ça a servi à l'économie martiniquaise. Mais, la plus belle en bas la veille, c'est que, dès le départ, l'État colonialiste français a utilisé les 40% de fonctionnaires
pour diviser le peuple, d'où toutes les réflexions que je viens de signaler, pour monter une fraction comme une autre, le syndrome de Lynch. Toi qui ne peux pas vivre comme lui, qui ne peut pas avoir de machin, hais-le, ne mange pas avec lui, ne l'écoute pas, ne le fréquente pas. Même si dans la réalité, tu sais que je suis très content d'avoir une fille infirmière, parce qu'elle peut m'aider quand j'ai du plomb, parce qu'elle peut aider. On est dans un délire, syndrome de Lynch, on répète, et pas seulement des illettrés. J'ai personnellement écouté un dirigeant d'une organisation de parents d'élèves pour dire, ouais, mon pas dit 40%, mon 4 travaille pour 40%, regardez yo, et puis 4 yo, pendant qu'il dit, il faut couper ça, alors qu'il a déjà récupéré l'argent des fonctionnaires, et quelle belle aubaine. Et puis, comme ça ne marchait plus, ils ont inventé un concept, la surrémunération. Alors, ils commencent à parler oui, la surrémunération. 40%, c'est pas un salaire lié par rapport au coût de la vie, etc. La surrémunération. Donc, on induit déjà quelque chose de péjoratif. Il a touché en bas en trop. Surrémunération. Et puis donc, la Cour des comptes vient dire, c'est inintelligible, inéquitable. Tirez ça. Ils ont déjà essayé plusieurs fois, mais chaque fois, il y avait des mobilisations. Mais là, chers auditeurs, auditrices, ceux qui suivaient ça, qu'a-t-il qu'à fait avant la paix? Il nous faut réfléchir à ce que ça signifie. L'État se fout totalement des 40% des fonctionnaires parce qu'il a déjà réglé le problème autrement. Le nombre de fonctionnaires diminue. Ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Et sur les postes vacants, sur les postes restants là, on met des vacataires, des remplaçants. Vous pensez bien que c'est pas là que les 40% vont fleurir. Toutes sortes de chantage. Imaginez, chers amis, que parmi les néo-titulaires qui ont réussi leur concours et qu'on fait obliger de s'exiler, de déporter à Versailles, on a en Martinique, mais plus grave, pire, on demande à des gens de renoncer à leur concours et on leur promet un poste en tant que remplaçant. Ça veut dire, le poste est là, il y a un diplômé martiniquais ou martiniquaise qui a réussi un concours, qui peut occuper ce poste et s'occuper de nos enfants. On leur dit, bon, renoncez à votre concours et puis on vous donne le poste à l'encan, soumet. Ça veut dire que le gouvernement français, l'État français libéral, a déjà réglé le problème des fonctionnaires. La logique, c'est de casser les services publics, de n'avoir que des remplaçants, des gens corvéables, etc. Mais surtout, vous toujours les fonctionnaires. Mais enfin, pour qu'un État se développe, il faut des fonctionnaires, il faut beaucoup de fonctionnaires pour que les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, etc. aient des gens formés. Et il faut que les gens soient correctement payés d'après le niveau de la vie, les dépenses qu'ils ont, etc. pour qu'ils fassent leur travail sans être stressés, sans être débiélés, sans sombrer dans la maltraitance. Il faut qu'ils aient des salaires valables. C'est pour ça que les gens, ils ont le problème en France. Les gens ne vont plus faire classe ou infirmière et que nous aurons ce problème-là. On a besoin de fonctionnaires. Alors, arrêtons cette histoire de les fonctionnaires. Alors, il y a toute une philosophie. Tout ça, c'est syndrome de Lynch. Fonctionnaire feignant. Fonctionnaire par un travail. Réfléchissez. Combien de fonctionnaires infirmières vous ont soigné avec amour, avec dévouement? Combien de maîtres vous ont éduqué avec rigueur, mais avec la volonté de vous faire arriver? Combien de gens dans son mari lui a peut-être donné une calotte et puis elle est enragée, elle vous répond mal? Tous ces fonctionnaires, c'est des salauds. Respect de lui. C'est maladie mentale qu'il faut guérir.
L'autre me dit, ah, dirigeant, ouais, les fonctionnaires qui n'y 4-4, c'est fonctionnaires seulement qui n'y 4-4, pas ni privé qui n'y 4-4. Pas ni privé qui n'y 4-4. Pas ni moun qui au chômage qui n'y 4-4. Parce qu'il y a une propagande, il y a une incitation, que la banque va prêter pour acheter un 4-4 et ne va pas vous prêter pour acheter une bétonnière. Donc, le travail scélérat que fait le colonialisme, vous venez lui donner de l'eau, oui, c'est 4-4 fonctionnaires, ni 4-4. L'infirmière qui descend à fond du chêne, qui a une voiture qui est déjà laissée prise et puis qui achète une 4x4 pour rien, pas faire mal, pour aller sur maman, ah, il y a un 4x4. C'est de la maladie mentale. Et puis de la méconnaissance. Les salaires de la fonction publique, en comptant les 40%, c'est pas tout le monde qui a touché un peu l'argent. Tu as les cadres en haut de l'échelle, tu as les préfets, tu as tout ce temps-là, il y a l'argent, il y a villa, il y a tout ça. Mais la dame qui est agent de service fonctionnaire et qui nettoie les cantines, au bout du mois, combien d'argent est là, en comptant les 40%, pour y soit riche. Permettez-moi de vous donner une anecdote. À un moment, j'étais dans le conseil d'administration de Air Martinique. Et puis un syndicaliste, un dirigeant syndical, vient m'agresser. Ah, zot les fonctionnaires, puis 40%, il était pour prendre ça, etc. Je lui dis, diplôme, je touche moins que toi. Tant. Je devais toucher peut-être 1000 francs ou 2000 francs de moins que. Ah oui, mais l'homme était 40%. Non, non, y compris les 40%. Ah bon? Mais ils n'ont pas ça. Vous êtes un délégué syndical. Ou qu'à dire, qu'à diviser les peuples, pas au courant. Vous avez déjà vu une grille de salaire dans le privé, avec les cadres, et puis une grille de salaire de la fonction publique, mais avec le nombre de gens en part, bah, it's a week, hein? Vous avez déjà vu le salaire que touchent les cadres sur le port, quand vous injuriez les dockers qui font une grève pour demander une augmentation de salaire? Vous avez vu les profits du port de Martinique qui sont comptés en milliards? Et puis, là, c'est docker. Puis, on dit l'argent. Mais il n'y a pas ni 5 000 euros. Combien de temps il a travaillé? Quel est son échelon? Depuis que. Non, c'est la division. Alors, arrêtons, une fois pour toutes, avec cette division. Et puis, voyons que l'ennemi commun, c'est l'État français qui détruit les services publics, qui refuse que nous ayons des niveaux de salaire correspondant à nos compétences, au travail que nous faisons. Et songez que même si vous estimez qu'elle n'aurait pas dû toucher plus que vous, que cet argent qui est en Martinique sert à l'économie, il nous faut développer un tissu économique où l'argent circule. Parce que quand vous êtes dans un pays capitaliste développé, l'argent circule dans leur pays avec des retombées plus ou moins grandes. Mais quand vous êtes dans une colonie, l'argent repart, tout là qui reparti. Quand vous payez votre électricité, regardez où l'argent va. Quand vous payez votre capital qui s'accumule dans les poches martiniquaises et qui soit dépensé en Martinique, c'est là que vient s'ajouter le problème politique, et c'est là que je vais finir, que si nous ne nous battons pas pour la souveraineté, nous quérons comme sanguin, et que si nous nous battons pour la souveraineté, nous pourrons prendre des dispositions politiques dans notre pays pour que nos richesses servent au développement de notre pays. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc on se donne rendez-vous pour